Est-ce que vous ne prenez pas le risque, en évoquant des cas qui existent, je parlais de l'anomalie chromosomique, qui existent incontestablement et qui restent malgré tout très marginaux, de renvoyer ces questions-là à finalement un sujet qui concernerait très peu de monde? Et j'y reviens, pardonnez-moi, je parlais de choses simples. Pourquoi? Parce que ce qui est opposé par un certain nombre d'intervenants dans la société et par un certain nombre de parents, c'est cet argument de simplicité qui consiste à dire, finalement, mais pourquoi vous posez autant de questions? Vous ne voyez pas, un homme et une femme, c'est pas pareil. Pourquoi aller au-delà de ce simple constat? Et je reviens à la question, comment, j'allais dire, convaincre ou essayer de faire comprendre que finalement, c'est pas aussi simple que ça, que la différence masculin-féminin ne se réduit pas à la différence mâle-féminin. Donc, donc laissons de côté l'intersexuation, sans aller jusque-là, par exemple, on a parlé des hormones ce matin, à un moment donné, je crois que c'est un point que tu as souligné, en disant d'un côté il y a la testostérone et puis de l'autre côté les œstrogènes. Bon, en réalité c'est pas si simple que ça, puisqu'il y a de la testostérone, les femmes aussi produisent de la testostérone, il y en a même qui en produisent beaucoup, dans le surrénal. Il y a des œstrogènes en circulation dans un corps d'homme, il y en a même beaucoup, à tel point que le niveau moyen d'œstrogène d'un homme dans la force de l'âge, il est supérieur à celui d'une femme ménopausée. Donc voilà, par exemple, on peut prendre conscience de choses comme ça qui montrent que, contrairement à ce qu'on croit, les choses ne sont pas complètement binaires. Il n'y a pas voilà. Oui, il y a quelqu'un qui a. Oui. Est-ce qu'on peut passer un micro peut s'appuyer dans la salle. Sinon, on ne va pas vous entendre. Pour sortir un peu de la biologie des spécialistes, j'ai l'idée, moi, que la théorie de genre, pour monsieur tout le monde, ça veut dire que nous sommes plus déterminés par la société que par la biologie, ou que, si je pouvais simplifier les choses, plus par l'acquis social que par l'inné qui serait biologique ou anatomique. Je pense que chez monsieur tout le monde, c'est cette idée-là qu'on a de la théorie de genre. Et donc, voilà. Ma question est comment est-ce qu'on peut débattre de ça et comment est-ce qu'on peut faire pour tenir peut-être deux choses ensemble, même si elles ont l'air de s'opposer. Désolée de reprendre encore la parole, enfin je vais être très rapide, je voudrais juste reformuler un tout petit peu, peut-être à partir de là on discute. Mais l'idée n'est pas de dire on est plus déterminé par la société que la biologie, puisque en fait, enfin une personne prise individuellement, elle est de toute façon, elle croît, elle grandit, enfin elle se développe en interaction constante avec sa biologie et ce qui l'entoure. Donc il est absolument impossible de dire chez une personne, tant de pourcents de cette personne est due à sa socialisation et tant de pourcents est due à sa biologie. Donc si on pose la question en ces termes-là, on est foutu. Enfin c'est une mauvaise question. Donc la question que pose, une des questions que peuvent poser les études de genre, c'est plutôt dans les différences qu'on observe, les différences moyennes qu'on observe aujourd'hui dans nos sociétés entre les hommes et les femmes, qu'est-ce qui tient à leur nature différente et qu'est-ce qui est en fait construit socialement. Donc la question porte sur la différence et non pas sur les individus. Je sais pas si j'ai été claire. Oui, c'est juste pour compléter. Si les études de genre, c'est ce dualisme que vous nous présentez sous le label théorie du genre, en effet, on se reconnaît pas dedans en tant qu'universitaire. Comme l'a très bien dit Audi, donnez-nous un homme et une femme neutres de toute société. On va le trouver où? C'est une mesure qui n'existe pas, qu'on ne trouvera pas. Donc on ne s'est pas enfermé dans ce débat. On veut nous enfermer dans ce débat. Et après, pour nous dire, on serait plus déterminé par ceci et par cela. Mais déjà, c'est compliqué en sciences humaines et sociales de croire au déterminisme. Alors, tu sais, il y a des habitus, il y a des dispositions,
mais on croit quand même tout d'abord à la liberté humaine hein, et aux capacités des individus d'avoir une marge d'action, donc qui se dessine entre des contingences multiples. Mais on n'est pas sur cette idée que quelque part il y aurait une copie neutre qui serait le sexe et sur laquelle la société gribouillerait des choses, qui serait le genre. Moi, si c'est ça, faire des études de genre, ça m'intéresse pas beaucoup, à vrai dire. Hein. C'est véritablement pas ça. Et là, vous comprenez à quel point, dans le monde académique, on s'est retrouvé complètement démunis dans les médias, car on nous a demandé de parler de quelque chose qu'on ne pratiquait pas. Nos ennemis ont construit un syntagme linguistique, théorie du genre, auquel ils ont assigné un certain nombre d'idées et de présupposés, qui sont bien passés dans votre esprit, et nous, on doit répondre à ça. Donc, ils ont encadré le débat, et du coup, on se retrouve toujours à répondre à ça, alors que dans notre pratique, on n'a pas le sentiment de penser ça, ni d'utiliser ça de cette manière conceptuelle. Je pense pas ça, j'utilise pas ça. Oui, dans le... C'est la recherche d'arguments ou de comment faire voilà. pour y répondre ou le démonter. Alors, je dirais qu'une bonne hygiène mentale, c'est de se débarrasser rapidement de cette expression de théorie du genre au singulier, et de tout de suite dire, mais on parle de quoi, où, dans quel contexte, à quel moment, dans quelle situation, et tout ça. En effet, c'est compliqué. Alors oui, je reviens, parce que ça me permet de rebondir à la question de Monsieur Vercedetto. Tout de suite, est-ce qu'il faut avoir un doctorat en biologie plus un doctorat en philosophie pour oser employer le mot genre? Ben non, je ne pense pas. Mais ne faisons pas de mauvais procès au genre. Dans ce cas-là, est-ce que vous êtes capable de comprendre la crise financière, vous, actuellement, et tous les paramètres entre les banques centrales, la macro et la microéconomie, le devenir du capitalisme contemporain? Bah, pas plus, hein. Dans le débat public, plein de choses nous dépassent, hein, parce qu'on n'a pas les connaissances scientifiques, on n'a pas le degré d'intelligence pour avoir tous les paramètres. Je pense que ce que l'on est en train de faire aujourd'hui, ce grand travail de médiation culturelle, on vous fait pas court, vous venez avec vos questions, on essaie d'en débattre et tout ça. Ce grand travail de médiation culturelle, il est là, il est très important. Il montre que vous pouvez vous approprier cette notion de genre, que vous pouvez la comprendre, que vous pouvez aller contre les préjugés, les idées reçues sur le genre c'est ci, le genre c'est ça, et que ça peut se diffuser dans la société. Ce qui est vrai, et moi je suis prêt à le dire, peut-être que dans le monde académique et universitaire, on a péché par optimisme. On s'est dit, il suffit qu'on écrive dans une revue pour que ça aille dans la société. Non, c'est faux. Il faut faire un grand travail de médiation culturelle, de rencontre de gens comme on fait aujourd'hui, et peut-être qu'à ce prix-là, peu à peu, ce qui est d'un usage académique entrera dans le langage courant. Mais détrompez-vous. Moi, je suis de plus en plus sensible dans les conversations, les dialogues, même les médias, de voir percer le mot genre ou arriver le mot genre, pas forcément toujours à bon escient, mais quand même, je pense que ça se lexicalise, hein, que ça rentre. Alors voilà, donc mais se débarrasser de théorie du genre, de la théorie du genre, d'idées trop rapides et trop peu discutables, je pense que c'est une bonne hygiène mentale. Juste pour rebondir par rapport à la crise financière, on peut peut-être pas l'expliquer, mais beaucoup sont touchés par la crise. Donc voilà. Et la question, c'est de savoir est-ce que la question du genre me touche. Bon. Alors apparemment, j'ai envie de dire oui quand même. Et là, ma question s'adresse à la fois successivement à Muriel Salles et à Laurent Lemoine. Mais je reprends des questions qui ont été évoquées dans quasiment tous les groupes. Mais finalement, pourquoi ça a fait un tel ramdam, un tel raffut, tant à l'école que dans l'Église? On commence par l'Église. Voilà, on pourrait peut-être. Je parle de l'école, pas de l'Église. Ça marche, on va voir. Non, mais si je peux parler de l'école, parce que je parle de l'Église quand même, je pas pour me défausser, mais il se trouve que je fais aussi un peu de formation dans l'enseignement catholique, et donc aux profs ou aux chefs d'établissement, et donc oui, on a rencontré la question des manuels SVT, puis de la théorie, enfin ce qu'ils appellent la théorie du genre à l'école, de fait. Alors pourquoi ça a marché comme ça dans l'Église ou à l'école? Moi, je pense qu'il y a un phénomène plus profond. Enfin, il y a une toile de fond qu'il faut prendre en compte.
que j'ai essayé un petit peu d'en décrire un ou l'autre aspect ce matin. Je crois que on vit dans un monde qui est absolument engorgé d'angoisse et de déstabilisation, tous azimuts, protéiforme. Et c'est sûr que l'item construit, savamment orchestré médiatiquement, la théorie du genre, a été bombardé comme une angoisse de plus, que ce soit du coup alors à l'école ou à l'église, spécialement dans les établissements catholiques. C'est-à-dire que ça venait déstabiliser, angoisser tout le monde, surtout lorsque on y a mêlé des propos du type, vous vous rappeliez ce matin, on va apprendre aux enfants à se masturber, des choses comme ça. Enfin, on a entendu des trucs tout à fait délirants. Donc ça déclenchait des réactions de rejet importantes. Donc il y a cet aspect des choses dans l'Église. Faut dire aussi, mais ça Anthony pourrait le dire mieux que moi, elle a déjà dit d'ailleurs, c'est pas un phénomène qui date de la manif pour tous ou du mariage. C'est un phénomène qui dans l'Église, dans la théologie, c'est pas de la théologie, justement c'est des angoisses que l'on agite devant les gens, qui a déjà une dizaine d'années à peu près d'existence. Il existe aux éditions Teki un lexique qui s'appelle le lexique des termes controversés en éthique sur la famille, qui date de 2005, je crois, 4 ou 5. Et j'étais comme prof d'éthique en fac de théologie, j'étais très très surpris parce que en ouvrant ce qui pouvait être considéré comme un lexique, ça veut dire pour des étudiants, ils s'en servent comme ça. Il y a des notions, c'est pratique, c'est un outil pédagogique, etc. Et j'ouvre cet outil pédagogique, je regarde la table des matières et je vois que un quart des articles, c'est la théorie du genre. Donc je me dis, grosse obsession de celui qui a rédigé grosse obsession ou alors orchestration d'un épouvantail, parce que tout à coup, moi-même, j'en savais pas autant que lui, quoi. Enfin, voilà. Et donc je me suis dit, tiens, pourquoi, comment? Donc je suis allé regarder ça de près et puis j'ai observé que peu à peu se distillait à bas régime, puis à moyen, puis à fort régime, n'est-ce pas, une orchestration d'une menace sur une déstabilisation. J'ai entendu des choses absolument aberrantes, que la théorie du genre était comparable à la montée du communisme soviétique, ça je l'ai lu, dans les années de la révolution d'octobre et puis après du stalinisme. Enfin des trucs comme ça, évidemment quand vous les balancez, ça peut faire peur. Et puis il y a aussi quand même tout ce qui tourne, tout ça est intriqué autour de la famille, c'est-à-dire la famille, c'est que ça touche quand même à la fois à ce qui est de plus intime pour chacun d'entre nous, aux relations les plus intimes que l'enfant a créées, dans lesquelles il a grandi, dans lesquelles il a tissé sa vie, quoi. Donc c'est ce qu'on veut protéger par excellence. Et quand on vous dit que la famille, qui dans un monde anonyme, froid, avec un capitalisme dérégulé, avec une démocratie qui n'en est plus une, avec des constitutions, enfin des édiles qui sont corrompus, quand tout va mal, y compris la menace écologique, le terrorisme. Donc, le dernier rempart qui marchait bien, mesdames et messieurs, ça ne marche plus, c'est la famille. Et ça aussi, c'est menacé. Alors là, vous appuyez évidemment là où ça fait le plus mal. Et quand vous avez une bonne campagne médiatique orchestrée et comme tout ce que l'on connaît tous, des réseaux, ce que j'appelle souvent le diocèse d'Internet. Je dis parfois à nos seigneurs et les évêques, vous savez, il y a un diocèse qu'il faut observer, c'est le diocèse d'Internet. Il faudra peut-être qu'il y ait un épiscope aussi là-dessus qui régule un peu, parce que c'est un diocèse, des diocèses d'ailleurs parallèles, qui finissent par être beaucoup plus influents que le discours officiel de l'épiscopat ou du magistère. On balance n'importe quoi de type très irrationnel et anxiogène. Quand vous avez des réseaux derrière, des réseaux
friqué, hein, il y a beaucoup d'argent aussi dans tout ça, qui organise plus un phénomène qui est bien connu en France, qui existe ailleurs bien entendu, mais vraiment à la française, c'est-à-dire une alliance particulière du religieux et du politique. Voilà, cet ensemble de phénomènes qui s'imbriquent les uns dans les autres ont pu déclencher, orchestrer le type d'angoisse collective qu'on a connu. Alors je dis pas que tout était comment dirais-je, que tout est dans tout et réciproquement et que tout est acceptable, que tout se vaut, que je crois pas du tout militer pour un angélisme destructeur, comme dirait le pape François, ou pour un relativisme post-libéral, etc. Pas du tout, il ne s'agit pas de ça, hein, mais simplement, on peut pas nous faire gober n'importe quoi. Or là, alors maintenant, on l'entend un peu mieux. C'est-à-dire, ce que je dis là, c'était inaudible, en plein climat de passion à la française, comme on a connu l'an dernier. Maintenant, des acteurs de cette période-là, ou des acteurs, des témoins, ou des gens qui, comme vous et moi, ont été un peu victimes, etc., tout ça, commencent à réfléchir sur ce qui s'est passé et à décanter tout ça, à analyser, à se dire, ah, quand même, qu'est-ce qui est arrivé, pourquoi on a, voilà, à analyser ça, à mettre ça un peu à distance. Les historiens feront en leur temps leur travail pour vraiment donner leur interprétation de ce moment-là. Mais on était dans un moment de déchaînement passionnel, où faire entendre une parole à peu près, enfin qui cherchait un petit peu à dégager un sens, je ne vais pas dire un sens commun, mais à dégager un peu de sens dans tout ça. Maintenant un peu plus, un peu mieux. Je pense que pour éviter peut-être d'enchaîner sur une séquence qui serait, mais il y a des débats devant nous, hein, qui sont déjà sur lesquels on risque encore d'enchaîner des séquences, tout ce qui tourne autour de la PMA, la HBA, etc. Enfin bon, c'est des débats qui sont, voilà. Je vais essayer de répondre pour l'école et essayer un peu de faire un boulot d'historien du temps présent, pour la peine, mais pourquoi il y a eu ce mouvement de détestation l'année dernière, en fait. Je pense qu'il y a plusieurs choses qui se sont jouées, qu'il y a eu une collision, mais je l'ai un peu dit tout à l'heure, entre des choses qui n'ont pas forcément rapport entre elles. Le débat sur le mariage pour les couples de même sexe, qui s'est trouvé dans la même séquence chronologique que les ABCD de l'égalité, et du coup qu'on a rapproché, et dont on a du coup tiré justement l'idée qu'il y avait une attaque contre la famille, dans sa configuration traditionnelle, que ce soit parce qu'on consentait à penser des familles avec des partenaires de même sexe, mais aussi parce qu'on consentait à penser que la répartition des rôles à l'intérieur de la famille, parce que y compris dans les familles où il y a un papa et une maman, la répartition des rôles est loin d'être aussi caricaturale qu'on peut parfois le présenter. Enfin, ne serait-ce que, mais là, parce que pour la France, en tout cas, beaucoup d'indicateurs sont ouverts. Enfin, je vais être un peu comme Anthony, on va être optimiste. Les Françaises sont parmi les femmes d'Europe qui sont les plus nombreuses à travailler. Parce qu'on a un système généreux en termes, pas aussi fantastique peut-être qu'il faudrait, mais en termes notamment d'aide à la garde des enfants en bas âge. Donc la répartition des rôles à l'intérieur des familles, dans les vraies familles, n'a rien à voir avec l'homme et le modèle papa travaille, maman reste à la maison, s'occupe des enfants. C'est un modèle qui est quasiment une fiction historique. En tout cas, c'est une séquence chronologique dans l'histoire des configurations familiales qui est extrêmement brève. Hein. C'est grosso modo, c'est le sortir de la Seconde Guerre mondiale où il y a une situation de prospérité qui est telle qu'un seul salaire suffit. Mais aujourd'hui, dans l'immense majorité des couples, un seul salaire ne suffit pas, et ça date pas d'hier matin, hein, ça fait déjà plusieurs générations, et les femmes se sont pas mises à travailler au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc bon, ce modèle-là, qui est d'ailleurs dans beaucoup de séries américaines qui ont beaucoup de succès, moi je travaille beaucoup avec une série peut-être que vous connaissez qui s'appelle Mad Men, c'est l'Amérique des années 50. Effectivement, les femmes sont à domicile, elles ne travaillent pas en dehors de leur foyer, du champ domestique,
et il y a un pourvoyeur de ressources qui est monsieur. Mais c'est très peu de temps, en fait, ça, dans l'histoire des familles, et c'est montré comme une espèce de modèle naturalisé. De tout temps, les hommes ont travaillé, et de tout temps, les femmes n'ont pas travaillé. Donc, déjà, il y a la coïncidence chronologique, là, et puis à partir de là, je crois, alors c'est peut-être un peu facile de s'abriter derrière la crise, mais la situation de crise, et alors je ne mettrai pas d'adjectif volontairement, donc je me prononcerai là, parce que c'est économique, morale, les deux, enfin bon voilà. Mais cette situation-là, elle autorise, enfin en tout cas moi je l'ai vraiment vu comme ça l'année dernière, avec l'expression d'un certain nombre de phobies. Donc il y a eu l'homophobie, moi ça m'a frappé ce qui a été autorisé dans la parole publique, enfin de manière très décomplexée. Il y a eu, même si on le passe beaucoup sous silence, il y a eu l'islamophobie. Parce que, je l'ai dit très vite tout à l'heure, mais les populations visées par les journées de retraite d'école, c'est d'abord des familles, alors que souvent on dit des quartiers populaires, mais la vérité c'est que c'est des familles musulmanes, hein, et que d'ailleurs celles qu'on a beaucoup montrées, alors moi je suis pas en sciences de l'éducation, mais j'ai en sciences de l'info et de la communication, mais j'ai à Lyon des collègues qui sont en train de faire ce travail, qui montrent qui on a interviewé sur les journées de rentrée de l'école, et qui on a montré à la télévision, et essentiellement des mères de famille qui en fait étaient des femmes voilées. Donc qu'est-ce qu'il y avait comme discours sous-jacent, et qu'est-ce que ça pouvait ouvrir comme potentielle interprétation, qui s'accommode pas de l'école de la République, qui n'est pas soluble dans l'école de la République. Ça pose un certain nombre de questions que je trouve assez graves. Et puis en plus il y avait, moi alors là pour la peine, je crois qu'on peut le dire de manière assez assez décomplexé, puis Éric Zemmour a été évoqué tout à l'heure, c'est aussi une forme, un nouvel avatar de l'antiféminisme, hein. Mais l'antiféminisme, c'est quelque chose qui, là aussi, on n'a pas attendu 2012 2013 pour le sortir, et notamment cette vieille ancienne, un truc très récurrent, on en parlait à midi, de la féminisation des sociétés. Donc voilà, maintenant c'est Zemmour, mais bon, moi qui suis 19e, au 19e siècle, on s'alarmait déjà beaucoup de la féminisation des sociétés, avec la question récurrente. Alors moi je l'avais noté dans ma thèse pour le 19e, ça n'a rien à voir avec, a priori avec le sujet d'aujourd'hui, mais au 19e siècle, on s'interroge beaucoup sur les catégories. Moi, j'ai fait une thèse en histoire de la médecine, on voit des médecins qui sont très angoissés par l'émergence de catégories intermédiaires, et dans mon travail de thèse, je l'avais montré sur les catégories femmes-hommes, parce qu'au 19e, il y a une passion médicale pour les hermaphrodites, on appelle ça les hermaphrodites au 19e, et puis dans la même séquence chronologique, on se passionne pour tous les cas de folie intermittente, alors on a des quarts de fou, des demi-fous, enfin voilà, donc on sait plus si on est dans la folie ou dans la raison, voilà. Et on trouve la même chose au 19e siècle, avec l'émergence d'une catégorie intermédiaire entre la mort et la vie, parce que le 19e siècle, c'est en histoire de la médecine, c'est le moment où on découvre le coma, et il y a une grande angoisse dans la littérature, relisez Maupassant, par rapport à l'idée d'être enterré vivant. Bon, voilà. Donc là, une angoisse sur les catégories. Il y a des nouvelles catégories qui émergent, donc on ne sait plus si on est mort, vivant, femme, homme, voilà. Et là, tout à l'heure, j'ai répété dans votre introduction, aujourd'hui, on vous dit révolution anthropologique, donc l'homme, la machine, l'homme, l'animal, la femme, l'homme, enfin bon, voilà. Et moi, je trouve qu'elle a des questionnements qui traversent. Alors, qu'est-ce qu'il y a de commun, il faudrait le faire, je l'ai jamais fait, là, je le fais un peu en live, mais qu'est-ce qu'il y a de commun entre le contexte contemporain et ce contexte du 19e, qui fait que du coup, questionner les catégories, les remettre en cause, ça génère de l'angoisse comme ça, question psychanalyste pour la peine, c'est des choses qu'il faudra effectivement interroger dans les temps à venir.